Donc, l'État qui devait vous payer 400 000, il vous a payé 300 000 pendant des années. Ça, déjà, c'est un préjudice. Parce que si le collègue avait reçu les 400 000 à temps, peut-être qu'il aurait pu épargner et investir dans un autre secteur. Mais il ne l'a pas reçu à temps. Ce préjudice aurait dû être réparé. Il n'est pas réparé. À la place, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on voit quelqu'un. J'ai reçu ici un bulletin où le collègue devait recevoir 10 millions, mais on lui a pris 3 365 000 sous forme d'impôt et 1 million presque 500 sous forme de rappel FNR. Ce qui fait qu'au finish, il s'est retrouvé avec un peu plus de 6 millions sur 11 millions attendus. Voyez un peu ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, la surimposition. Ouais. Parce que vous devez de l'argent à quelqu'un, au moment de payer, vous lui faites une taxe tellement élevée que finalement, la personne qui devait être vraiment soulagée de recevoir son rappel se retrouve très frustrée. Ça, c'est la troisième question. Excusez-moi, je vais vous couper la parole. Est-ce que cette surimposition, est-ce qu'elle est légale aux yeux de la loi? Oui, selon les techniciens du ministère, ils nous disent qu'eux, ils ne font qu'appliquer la loi. Ils ne font qu'appliquer la loi parce que c'est la loi qui les autorise à faire de tels prélèvements sur les rappels. Mais vous savez quoi? Les rappels sont devenus un handicap pour les enseignants. Cette année, par exemple, le gouvernement a inscrit 85 milliards pour payer les rappels de toute la fonction publique. Figurez-vous bien, les enseignants à eux seuls vont consommer les 75 milliards et les autres 10 milliards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les rappels concernent principalement les enseignants. Parce que les autres corps, ils n'ont pas de retard. Ils n'ont pas de retard. Ils sont intégrés dès qu'ils sortent de leur école de formation. Si aujourd'hui un enseignant est intégré dès la sortie de l'école de formation, il n'a pas besoin de rappel d'intégration. Moi qui vous parle, je n'ai jamais bénéficié de rappel d'intégration parce que j'ai été intégré à la sortie. Quand vous n'avez pas de rappel d'intégration, vous n'avez pas droit à un rappel de validation. Il n'y aura plus de rappel de validation. Alors, il ne restera que le rappel d'avancement qui n'est pas un rappel conséquent. Il n'est pas substantiel. C'est des montants qui sont vraiment à la limite dérisoires. Et dans ce cas-là, on ne pourra plus parler de surimposition parce qu'il n'y aura presque plus de rappel. Et le rappel vraiment sera dérisoire et on va nous payer les rappels comme on le paye à tous les autres agents de la fonction publique. Mais aujourd'hui, les rappels ne concernent presque exclusivement que les enseignants parce que les enseignants sont victimes de lenteur administrative effectivement, ce qui n'est pas le cas avec les autres corps. Rappelez-vous, l'enveloppe, c'est 85 milliards pour cette année, les 10 milliards seulement pour tous les autres travailleurs et 75 milliards pour les enseignants. Maintenant, quand vous cumulez des sommes importantes pendant plusieurs années et vous mettez ça dans une année, par exemple 2026, vous donnez l'impression que le collègue, avec 10 millions de plus sur ses revenus, il a un salaire annuel de 15 ou de 16 millions, mais là, le taux d'imposition va grimper de façon vraiment spectaculaire. Alors qu'en réalité, les 10 millions, c'est un revenu exceptionnel, ça ne fait pas partie du salaire mensuel. L'impôt est calculé sur la base du salaire annuel, pas du salaire mensuel, mais du salaire annuel. On prend la totalité de vos revenus annuels et on vous impose un taux. Et c'est comme quand vous payez la facture d'électricité. Plus vous consommez, plus le kilowatt est cher. Ici aussi, plus le montant est élevé, plus la fourchette d'impôt sera élevée. Par exemple, on prend le taux maximum d'impôt, c'est 43%. C'est pour ceux qui ont un salaire annuel de 50 millions. Donc, si vous baissez un peu le chiffre, l'impôt aussi va baisser. Donc, c'est ça que je pouvais un peu expliquer. Donc, pour la solde, pour les ministères des Finances, ils sont en train d'appliquer la loi. Mais il faut quand même le dire avec la hargne des syndicats.
le ministre des Finances, quand il nous a reçus, il a fini par dire que lui-même, il était en train maintenant de douter. Parce qu'il était tellement sûr qu'il était en train d'appliquer la loi, mais là, il est en train de douter. Et ce qu'il nous propose maintenant, c'est qu'on puisse faire ensemble l'audit fiscal des rappels et qu'on essaie de voir comment vraiment régler la question. Mais vraiment, la solution définitive à tout ça, c'est l'intégration et l'immatriculation des sortants des écoles de formation. Si c'est fait, il n'y aura plus cette difficulté-là. C'est la solution ultime. D'accord. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Bah, je n'arrête pas de regarder, de lorgner les commentaires. Il y a beaucoup qui se demandent est-ce qu'on peut s'attendre à une année blanche. Bon, c'est une question qu'on va traiter voilà, plus tard. Alors, que doivent comprendre les Sénégalais concrètement par rapport à cette lutte? Tapotez le live, s'il vous plaît. J'ai parlé de 3 points. Il reste un quatrième point. Il reste un quatrième point. S'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez le live. Mettez des cœurs verts. Vous connaissez la règle sur TikTok. Tapotez, commentez et mettez des cœurs verts, s'il vous plaît. Vous connaissez la règle sur TikTok. Cœur vert, good live. Cœur vert, good live, s'il vous plaît. Vous avez la parole, M. Diouf. Ouais, je disais qu'il y a un autre point. Ouais. C'est par rapport aux lenteurs administratives et à l'habitat social aussi. Donc, sur les lenteurs administratives, ce qui est demandé au gouvernement, c'est l'interconnexion des plateformes. Vous savez, à la fonction publique, il y a la plateforme Girafe. Vous allez à l'éducation, il y a la plateforme Mirador. Et vous allez aux finances, il y a la plateforme Isolde. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, et c'était une promesse même, c'est que ces 3 catégories de plateformes soient interconnectées, de sorte que l'enseignant qui se trouve dans la brousse n'ait plus besoin de venir jusqu'à Dakar pour déposer ou suivre un dossier. Donc, à partir de l'IF, vous déposez, on scanne les dossiers sont mis dans la plateforme Mirador, mais ils sont accessibles à la solde et aussi à la fonction publique. Et dès que les dossiers sont accessibles, on fait le projet et rapidement l'acte peut sortir. Là aussi, nous demandons à la fonction publique de diminuer le circuit des visas. Si vous regardez bien un acte, il doit faire plusieurs bureaux à la fonction publique, ensuite le circuit externe, plusieurs bureaux au niveau des finances, avant de retourner à la fonction publique et ensuite d'aller au secrétariat général du gouvernement. C'est un parcours du combattant. Et on n'a pas besoin de tout ça. Plus souvent, les papiers qu'on demande aux enseignants, c'est des papiers que l'administration elle-même donne à cet enseignant-là. Donc, on n'a pas réellement besoin de demander ces papiers-là, parce que c'est l'administration même qui vous donne ces papiers-là. Donc, de ce point de vue aussi, des efforts sont attendus. Donc, voilà les 4 points essentiels, en tout cas, sur lesquels les gens, en tout cas, sont en train de mener le combat pour essayer d'avoir des solutions très rapides et d'aller vers peut-être une stabilisation du système. D'accord, merci. En fait, beaucoup pensent que les enseignants réclament seulement une augmentation de salaire. Voilà, donc je reçois ce type de message plein de fois sur mes vidéos sur TikTok. Est-ce exact? Est-ce que les enseignants réclament seulement une augmentation de salaire? Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas analyser ça sous cet angle-là. Nous, ce que nous réclamons, c'est juste une équité et une justice distributive dans l'allocation des ressources du pays. Parce que le pays nous appartient à nous tous, chacun paye des impôts. Donc, si certains choisissent d'aller dans la justice, d'autres dans l'éducation, d'autres dans la santé, le pays, c'est le père de famille. C'est comme le père de famille, l'État. Il doit être juste avec tous ses enfants. Et quand il donne le matin, quand les enfants sortent pour aller à l'école ou bien au travail, quand il donne 1000 francs à quelqu'un, il doit donner le même montant à tous les autres. Mais vous ne pouvez pas donner 1000 francs à l'un des enfants et aux autres, vous donnez à chacun 100 francs. C'est ça qui pose problème en réalité. Et c'est un problème structurel. C'est pourquoi d'ailleurs les gens ont l'impression qu'on va tout le temps en grève. Parce que très souvent, les gens trouvent des réponses conjoncturelles. Mais c'est un problème structurel et il ne faut pas avoir peur de l'adresser. Parce qu'avant, c'est un problème qui n'existait pas. Il faut le dire, c'est la réalité, c'est au début des années 2000 que le régime qui était là a commencé à octroyer des primes selon la tête du client.
il recevait des gens au Ok. palais et puis il leur donnait des montants très énormes. Ça a déstructuré la grille salariale. Mais dans un pays normal, on ne fait pas de concours pour rester dans la même hiérarchie. Si vous allez aujourd'hui voir le concours de l'ENA, sur 10 candidats, vous trouverez que les 9, en tout cas pour le concours professionnel, c'est des enseignants. Parce que les gens pensent qu'il faut aller vers un autre secteur pour se réaliser, mais que ce n'est pas possible de se réaliser dans le corps enseignant. Maintenant, là, il faut que les gens aussi comprennent que notre combat, c'est de faire en sorte que les gens n'aient plus envie de quitter l'enseignement. Parce que si les meilleurs enseignants cherchent à quitter et qu'ils quittent effectivement, mais qui va enseigner à nos enfants? Qui va enseigner à nos enfants? On a besoin d'enseignants de qualité, d'enseignants qui ont de l'expérience. Et si les gens ne restent pas dans le corps, ils n'auront pas cette expérience-là. Et l'enseignant, selon l'UNESCO, est le premier intrant de qualité qu'il faut former, mais qu'il faut surtout motiver. Donc, les parents d'élèves, les élèves, ils doivent le comprendre dans ce sens-là. S'ils veulent avoir de très bons enseignants, il faut que ces enseignants-là aient de bons salaires, qu'ils soient bien traités par la société aussi, et qu'on arrête de les stigmatiser. D'ailleurs, quand on a fait les assises de l'éducation en 2014, sur plus de 500 élèves qui ont été interrogés à Dakar, on leur demandait juste quel est le métier qu'ils voulaient, en tout cas, embrasser une fois à la fin de leurs études. Mais il n'y avait qu'un seul ou deux maximum qui avaient répondu qu'ils voulaient être enseignants. Vous imaginez un peu, vous qui êtes dans la classe, votre propre élève, il ne veut pas avoir le même travail que vous. Vous voyez ce que ça fait. Et c'est pourquoi, après les assises, la recommandation, c'était la revalorisation de la fonction enseignante. Et après, on a instauré le prix du chef de l'État pour l'enseignant, le meilleur enseignant. Ce n'est pas une bonne réponse, en tout cas pour moi, ce n'est pas la bonne réponse qu'il faut apporter. Parce qu'un seul enseignant, on ne peut même pas savoir quels sont les critères qui font de lui le meilleur enseignant. Mais s'il faut revaloriser la fonction enseignante, ça commence d'abord par revaloriser vraiment leur traitement aux yeux des populations, que les gens sentent qu'on peut aller dans l'éducation, travailler, aller à la retraite en étant enseignant et se réaliser et vraiment vivre dans la décence. D'accord. Ok, merci. Et pour revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, bah, moi personnellement, je connais pas mal d'enseignants qui ont quitté le pays. Donc, qui ont quitté le pays parce que, voilà, ils jugent que pour certains qui sont pas traités, qui sont pas bien traités. Donc, c'est juste pour confirmer davantage vos propos. Voilà, je vois dans les commentaires, il y a beaucoup qui me parlent d'année blanche et tout. On va revenir sur ce sujet-là tout à l'heure. Alors, quelles revendications concernent directement l'amélioration du système éducatif? Bon, toutes les revendications, hein, parce que même les revendications à incidence financière, c'est pour le système éducatif au finish. Maintenant, il y a beaucoup de revendications que nous mettons sur la table. Nous demandons au gouvernement, par exemple, d'accélérer le programme des infrastructures et de résorber le gap par rapport aux salles de classe et qu'il n'y ait plus d'abris provisoires dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à environ 7000 abris provisoires. Et il n'est pas normal, en 2026, de voir des enfants étudier sous ces conditions-là. Donc, nous demandons effectivement à ce que ces abris provisoires-là soient éradiqués. Ensuite, nous demandons à ce que plusieurs établissements soient créés. Parce qu'aujourd'hui, si vous venez à Dakar ici, vous verrez qu'il y a des classes de seconde de 120 élèves au lycée de Niaga, par exemple. Et là, avec ces effectifs-là, c'est très, très difficile d'être performant pour un enseignant. Donc, si on peut construire plus de classes, ça va nous permettre, en tout cas, d'avoir des classes de 35-40 élèves maximum. Mais aussi, nous demandons au gouvernement, ils ont fait des efforts quand même dans ce sens, le recrutement. Parce qu'il y a un déficit environ de 35 000 enseignants. Donc, il faut qu'il y ait un recrutement. On a insisté là-dessus et aujourd'hui, le gouvernement a mis en place un programme quinquennal de recrutement et d'absorption du gap en termes d'enseignants. Maintenant, très souvent, quand nous nous mobilisons, les gens ne mettent le curseur que sur les questions à incidence financière pour mieux nous taquiner, pour mieux dire que les enseignants, ils ne réclament que de l'argent. Mais Dieu sait que tout ce qui concerne le système nous concerne. C'est nous qui avons réclamé, par exemple, la refondation des programmes. Aujourd'hui, le ministère est dedans
on est en train de travailler à une refonte totale des programmes. Aujourd'hui, il y a la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation et les enseignants, les syndicats en particulier, font partie donc de ceux qui ont initié cette réforme-là, et les syndicats travaillent nuit et jour avec les techniciens du ministère pour donc aller vers la réforme des programmes. C'est pour juste de toutes choses pour dire que toutes nos revendications ne sont pas pécuniaires, mais même les revendications pécuniaires sont tout à fait normales et légales et légitimes, parce que quand même, quand on est dans un même pays payé par la même solde, il y a des écarts salariaux qui ne sont pas du tout justifiables. C'est pas possible. Il faut que les Sénégalais comprennent réellement la motivation des enseignants. Parce que nous ne voulons plus que des enseignants, que des gens viennent dans l'éducation faute de mieux. Nous voulons que les gens viennent dans l'éducation parce qu'ils ont la vocation, ils ont l'amour, ils veulent enseigner. C'est là où ils seront vraiment performants. Mais si les gens viennent dans l'éducation juste en attendant de faire un autre concours, ce n'est pas une bonne chose pour l'éducation. Et parfois, la personne peut être physiquement présente dans une classe, mais mentalement, elle est absente. Pourquoi? Parce qu'elle fait face à beaucoup de difficultés. Donc, quand nous réclamons de meilleures conditions de vie, de travail, si l'enseignant est dans d'excellentes conditions, c'est le système qui se portera mieux. Ok, merci. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Alors, y a-t-il déjà eu des accords avec l'État sur certaines revendications? Bon, nous sommes en train de discuter, nous sommes en train de négocier. D'ailleurs, demain, il y a une rencontre avec le gouvernement à 15h. C'est une exclusivité que je vous donne à 15h. Et nous espérons que le gouvernement, cette fois-ci, va mettre quelque chose de très concret sur la table pour qu'on puisse vraiment avancer. Maintenant, nous avons beaucoup travaillé ces dernières semaines dans le cadre du comité technique. On a fait la revue de tous les protocoles d'accord qui ont été signés pour dire que voilà ce qui a été respecté, voilà ce qui n'a pas été respecté. Là, maintenant, il s'agit de voir avec le gouvernement, les décideurs, les ministres et les plus hautes autorités, comment faire pour que le reste du passif soit soldé. Et demain, nous avons une rencontre. Nous osons espérer que des propositions concrètes seront faites et que par la suite, la base sera informée et pourra décider en toute souveraineté de ce qu'il y a lieu de faire. Si les propositions faites par le gouvernement sont satisfaisantes, oui ou non. Parce qu'au finish, l'objectif, ce n'est pas les secrétaires généraux, l'objectif, c'est la base, c'est les collègues qui se mobilisent, qui se battent, qui observent les mots d'ordre, qui doivent apprécier donc les résultats de la lutte. Ok, d'accord, merci. Est-ce que, de façon concrète, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement qu'est-ce qui bloque dans les négociations avec le gouvernement actuel? Bon, jusque-là, ce qui bloquait surtout, c'était un problème de méthodologie de la part du gouvernement. C'est-à-dire, on faisait beaucoup de rencontres sectorielles avec les différents ministres, mais sans pour autant que ces rencontres-là soient fécondes. Parce que le dialogue, c'est bon, mais dialoguer pour dialoguer, ça ne règle pas les problèmes. Pour que le dialogue soit utile, il faut qu'il soit fécond. Quand on vient, qu'il y ait des avancées, qu'on sente qu'on était à un point A, maintenant on est à un point B et que la prochaine fois, on va encore progresser. Mais là, on avait l'impression de faire du surplace, que parfois, peut-être, les gens nous convoquaient juste pour montrer qu'il y a eu des rencontres, qu'il y a eu des négociations, mais qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose de solide. Et maintenant, il faut qu'il y ait des propositions concrètes sur des documents écrits, parce que quand un ministre vient, il discute avec vous, il vous dit qu'à la fin du mois de juin, je vais faire telle chose, et que ce n'est pas écrit, ce n'est pas signé. Si demain, il y a un remaniement, un autre ministre vient, la première chose qu'il va vous dire, c'est que ça ne m'engage pas. Parce qu'il n'y a aucun papier sur lequel je peux me fonder. Il y a eu une nouvelle directrice qui était venue, mais dès qu'elle est venue, on a failli remettre en cause les accords qui étaient signés. Et les enseignants ont dû se remobiliser au mois de mai
pour que l'État respecte finalement les accords. Pourtant, c'est des accords qui étaient même signés. Voyez un peu. Donc aujourd'hui, le gouvernement a intérêt à proposer sur des documents de façon écrite vraiment des propositions qui seront faites et voilà, les enseignants apprécieront. Et dans ce cas, si les propositions sont satisfaisantes, il n'y a pas de raison pour que les gens continuent à faire la grève. Ok, merci. Merci en tout cas encore pour toutes ces précisions. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de sortir définitivement de cette crise-là? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire il faut du concret. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des questions sur lesquelles, par exemple, le système de rémunération, ce que nous demandons à l'État, c'est pas compliqué. C'est de nous dire, voilà, ils disent qu'ils ont lancé une nouvelle étude. Nous, on leur dit qu'il y avait déjà une étude qui était là en 2014 et que peut-être il fallait juste faire la mise à jour. Parce que pour nous, le diagnostic est implacable et ça ne va pas changer. Et parce que c'est flagrant la différence entre les enseignants et les autres corps en termes de traitement salarial. Ça, vraiment, on n'a pas besoin de faire une étude pendant des années parce que c'est la solde qui paye tous les salaires. La solde pouvait du jour au lendemain nous dire le salaire de tout un chacun. Et aussi, nous voulons attirer l'attention sur cette question-là. Nous savons que quand nous prenons le solde indiciaire, il n'y a pas d'inéquité à ce niveau-là. Tout le monde le sait. C'est-à-dire le solde indiciaire, c'est l'indice multiplié par le point indiciaire. Ça, les enseignants que nous sommes, nous savons faire des calculs. Vous êtes des mathématiciens, donc ça, c'est très facile à calculer. Tout le monde a ça. C'est la même chose pour tous les travailleurs. Mais là où il y a des problèmes, c'est au niveau des indemnités et des primes. Et ça, il ne faut pas que le gouvernement vienne nous dire après que oui, l'étude a été réalisée, mais on voit qu'il n'y a pas d'inéquité. Non, ça, on ne pourra pas l'entendre. Il faut une étude technique, mais une étude exhaustive. Qu'on mette tout sur la table, tous les revenus, pas seulement le salaire de base. Parce que ici, vous voyez quelqu'un qui a des indemnités qui font 3 ou 4 fois ou parfois 10 fois son salaire de base. Donc le salaire de base n'est plus une bonne base de calcul. Ici, il faut prendre en compte tous les revenus et nous dire ce que chacun gagne réellement à la fin du mois. Mais pas venir nous dire, oui, le salaire de base, vous avez le même salaire de base. Oui, le salaire de base, on le sait, mais le salaire de base aujourd'hui ne représente absolument rien par rapport. Il ne représente rien par rapport au salaire intégral. Et c'est le salaire intégral qui nous intéresse. Nous parlons des revenus à la fin du mois. Quel est le net à percevoir pour chacun d'entre nous? Et nous voulons être clairs sur cette question-là. Maintenant, ce que nous demandons à l'État, ce n'est pas de venir tout de suite et d'injecter de l'argent, ce n'est pas possible, on sait qu'il y a des difficultés, mais qu'on s'entende sur un calendrier précis de mise en œuvre. C'est-à-dire, l'État nous dit, par exemple, que l'étude va se terminer au mois de juin. À partir de telle date, nous allons commencer à corriger les inéquités et donc les écarts salariaux. Peut-être cette correction ne va pas se faire d'un seul coup, ce sera sur plusieurs années, mais qu'on nous dise pour chaque échéance, c'est quelle date. Et maintenant, à partir de ce moment, on peut s'accorder sur ça et faire le suivi ensemble. Si demain, c'est l'État qui ne respecte pas sa parole, que les Sénégalais puissent apprécier. Si demain, les enseignants ne respectent pas leur engagement, que les Sénégalais puissent arbitrer. Je pense que ça, ce n'est pas la mer à boire et c'est tout à fait possible et surtout pour des gens qui ont fait de cette question leur cheval de bataille. Aujourd'hui, on peut le remarquer, c'est une réalité qui est là. Il n'y a rien de subjectif. Si vous prenez les enseignants, pour la plupart, ils ont eu à soutenir ce régime-là. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont été séduits par le discours de ceux qui incarnent aujourd'hui l'État. Et ces gens-là nous ont toujours dit que la surimposition, c'était une réalité qu'il fallait combattre, mais surtout que les disparités salariales étaient inadmissibles. Donc, à partir du moment où vous êtes opposant, vous ne pouvez pas prendre de décision, c'est tout à fait normal, mais quand vous venez aux affaires, votre rôle, c'est de redresser les torts, c'est de corriger les injustices. Et nous ne faisons que leur rappeler cela et leur demander vraiment sur cette question-là de prendre un engagement ferme et définitif et qu'on puisse avancer. Sur la question des décisionnaires, je l'ai rappelé tout à l'heure, on a sorti 2 décrets qui concernent les reclassements, les avancements et la régularisation pour certains qui étaient décisionnaires à tort. Maintenant, il va falloir
que le reste, la question de l'imputation budgétaire et toutes ces autres questions soient aussi adressées. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille vers ça, et pour qu'on puisse vraiment dépasser définitivement cette question-là. D'accord. Bon, je vous demande, s'il vous plaît, tapotez le live. Je ne cesserai de le répéter. Tapotez, s'il vous plaît, le live. Vous connaissez les règles sur TikTok. Tapotez le live, partagez le live, mettez des cœurs verts. Voilà. Donc, en fait, Monsieur Diouf, est-ce que vous avez un message à adresser aux parents qui s'inquiètent par rapport à l'avenir de leurs enfants? Bon, je voudrais juste leur dire que nous n'avons pas encore atteint un point de non-retour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit qui est fait par rapport à la grève, mais quand même, la situation est maîtrisable et que nous sommes loin, vraiment très loin d'une année blanche. Nous ne sommes pas encore dans le cadre d'une année blanche. Il n'y a pas de spectre d'une année blanche pour l'instant, mais quand même, on commence à être dans la ligne rouge, et parce qu'après les fêtes, il va falloir que les choses aillent très vite, parce qu'il y a les fêtes de Pâques qui vont venir, et après cela, maintenant, il faudra que les gens puissent vraiment trouver des solutions, et qu'on reprenne les cours. C'est ça qui est souhaitable. Maintenant, au-delà des fêtes, vraiment, on est un peu en danger par rapport à l'année scolaire. Mais tout ça, c'est de la responsabilité de l'État. Hein. C'est à eux de vraiment proposer des choses concrètes à la partie syndicale. Et on ne demande pas l'impossible pour qu'on puisse aller très rapidement vers une sortie de crise. Bah, il y a quelqu'un qui demande dans les commentaires, est-ce que les enseignants sont bien conscients de l'avenir des enfants? Est-ce que vous avez une réponse à lui donner? Oui, ce que je peux dire sur cette question qui revient très souvent, c'est que nous aimons les enfants autant que leurs parents. Vous savez, l'enseignant, il passe la plupart du temps avec ses élèves. Donc, 9 mois sur 12, nous sommes avec les élèves. Et les gens oublient souvent aussi que nous sommes des parents d'élèves avant tout. Moi, mes enfants sont à l'école publique, ils n'ont pas encore composé. Donc, ils vivent les conséquences de cette grève-là. C'est juste pour leur dire que nous aimons les enfants. Quand vous allez dans les écoles, il y a des gens qui prennent en charge la scolarité, qui prennent en charge des fois les cahiers, les livres, les fournitures, toutes les fournitures des élèves. Il y a des gens qui prennent en charge le petit déjeuner des élèves pendant toute une année, et ce sont des enseignants. Et quand je visite certaines écoles ici à Dakar, je vois que les collègues, le samedi soir, le dimanche, de rattrapage pour des élèves de classe de terminale. Ils convoquent ces classes-là à des heures où ils n'ont pas cours pour pouvoir leur faire des rattrapages, alors que ces heures-là ne sont pas payées parce qu'ils doivent 21 heures par exemple à l'État, mais ils font 4 heures des fois, ou bien ils font 3 heures d'affilée avec les classes d'examen pour leur permettre en tout cas d'évoluer dans le programme. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est plus conscient de l'avenir des élèves que les enseignants. Et ils sont conscients du bien précieux parce qu'ils savent que la nation leur a confié ce qu'elle a de plus cher, c'est-à-dire les enfants. Et c'est pour ça que les gens se battent. Parce que si les enseignants sont dans d'excellentes conditions, mais les élèves vont voir des enseignants motivés, des enseignants qui vont faire le travail correctement et qui n'auront pas de soucis à se faire. Leur seul souci, ce sera de faire leur travail correctement. Donc, je voudrais vraiment les rassurer, leur dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que les gens vont en mouvement. Nous, en tant que syndicalistes, c'est quand nous sommes en mouvement que nous sommes vraiment fatigués. Parce que vous êtes obligés tout le temps d'aller à des rencontres, vous êtes obligés tout le temps de tenir des assemblées générales, de faire des comptes rendus, vous n'avez plus de vie de famille, vous ne pouvez même pas dormir, tout le temps vous êtes interpellés.
Donc, c'est quand il n'y a pas de grève, c'est en temps de paix vraiment qu'on est à l'aise. Aujourd'hui, aucun responsable syndical, aucun secrétaire général ne peut quitter Dakar. Parce que vous quittez Dakar pour aller à Saint-Louis, vous arrivez à Thiès, on vous dit qu'il y a une rencontre à 16h ou bien à 17h avec tel ministre. Vous êtes obligé de rebrousser chemin. Donc, depuis des mois, nous sommes ici à Dakar, scotchés. On ne peut même pas aller voir la base. On ne peut même pas aller faire des tournées. Donc, nous n'avons aucun intérêt. Mais parfois, vous alertez, vous faites des communications dans la presse, vous envoyez des préavis de grève et vous avez l'impression de vous heurter à un mur. Alors, la seule solution, la seule issue qui vous reste, finalement, c'est de décréter des plans d'action. Mais je peux le dire aux camarades, je peux le dire au peuple que ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est la mort dans l'âme que l'enseignant quitte les classes vraiment pour aller ailleurs. Parce que les enseignants, c'est des passionnés. Ils veulent être à l'école, ils veulent travailler, ils veulent faire de bons résultats. Mais il y a des conditions. Et c'est ces conditions-là, ce minimum que nous réclamons. Ouais. Quelqu'un a dit dans les commentaires que les enseignants devraient arrêter de penser aux élèves et penser à eux-mêmes, penser pour eux-mêmes. Voilà, c'est-à-dire en d'autres termes, défendre leurs propres intérêts avant de défendre ceux des élèves en fait. Bon, c'est pas bon, je sais pas si vous avez. C'est un commentaire. On ne peut pas ne pas penser aux élèves parce que c'est nos enfants, c'est nos fils, c'est nos neveux. Voilà, le Sénégal, c'est un seul pays. Bon, dans chaque famille, il y a soit des élèves, soit un enseignant. Donc, l'éducation, c'est comme ça, c'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Maintenant, ce qui est peut-être un peu dommage, c'est que chaque fois, c'est la population parfois qui nous met la pression, qui nous demande de sauver l'année, qui nous demande de regarder les enfants, de penser à l'avenir des enfants. Et quand on suspend le mot d'ordre, on retourne dans les classes. Demain, l'État ne respecte pas ses engagements. Au lieu de reprocher ça à l'État, quand nous allons en grève, on nous dit non, mais pourtant vous étiez en grève il n'y a pas longtemps et là vous reprenez encore la grève. Alors que nous avions déposé les armes juste pour permettre aux élèves peut-être de faire leurs examens, de passer, de réussir, etc. Et c'est pourquoi je comprends quand même des fois l'attitude des collègues qui disent il faut d'abord penser à notre présent avant de penser à l'avenir des enfants. Mais bon, tout compte fait, je pense que nous sommes tous des Sénégalais. Nous devons penser à vraiment faire un bon système éducatif qui va permettre à chacun de s'épanouir pour que les élèves aussi puissent jouir du droit à l'éducation parce que c'est un droit quand même universel et ils ont droit à l'éducation. Mais c'est l'État qui leur doit cette éducation-là. Et l'État travaille avec les enseignants. Donc, s'ils doivent se plaindre, c'est du côté de l'État qu'ils devraient se plaindre. Il ne faut pas qu'on se trompe de cible et qu'on laisse la proie pour l'ombre. Donc, Mais est-ce que concrètement, il y a des solutions qui pourraient nous faire? Ouais. Est-ce que de façon concrète, est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient nous permettre de rattraper le retard perdu? Oui, bon, aujourd'hui, je pense que, vous savez, il y a quelque chose qui a un peu envenimé la situation, c'est l'histoire des ponctions. Voyez un peu. Donc, une ponction, elle peut être légale, hein? C'est-à-dire que l'État paye après service fait. Je pense que ça aussi, il faut que les gens sachent que nous le comprenons et nous l'acceptons. Maintenant, ce que nous avons dénoncé pour les ponctions du mois de janvier, c'est quoi? C'est que nous avons fait 6 jours de grève, 3 jours de débrayage, 3 jours de grève totale. Ça fait 6 jours. Et si vous regardez les bulletins de salaire, vous verrez qu'on a ponctionné 10 jours. Les 4 jours de plus, ça, c'est illégal. C'est ça que nous avons dénoncé. Mais nous n'avons pas dénoncé la ponction en elle-même parce qu'on nous a toujours ponctionné et on n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Maintenant, quand vous ponctionnez les heures de grève, est-ce que derrière, vous pouvez venir demander aux collègues de rattraper ces heures-là, puisque vous ne les avez pas déjà payées? Ouais. C'est là le problème. C'est pourquoi, dans l'éducation, le gouvernement gagnerait à y aller de façon beaucoup plus prudente. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc, je ne vous coupe pas la parole. Moi-même, j'ai été ponctionné de 92 000.
92 000. Et je sais que ce n'est pas logique par rapport aux jours de grève. Je vous laisse Bon, là. vous voyez un peu, vous en êtes un exemple. Moi, je suis secrétaire général de syndicat. C'est l'État qui m'a détaché pour me mettre à la disposition de mon syndicat. Je ne peux pas observer de mot d'ordre de grève. Et pourtant, on m'a ponctionné à hauteur de 250 000. Okay. Quel est l'emploi du temps qu'on m'a donné pour pouvoir me dire tel jour, vous avez observé la grève, oui ou non? C'est-à-dire que c'est ça que nous dénonçons. Que les choses se fassent en conformité à la loi, nous sommes preneurs. Oui, mais en parlant de ça, s'il vous plaît, est-ce que vous avez un message parallèle à lancer à tous les chefs d'établissement? J'imagine qu'ils ont un rôle à jouer dans... bon, je ne sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais est-ce qu'ils devraient envoyer une liste au niveau de la hiérarchie? Bon, il faut aussi dire que les chefs d'établissement, c'est nos militants. Et quand on s'est battu la dernière fois, je crois qu'ils étaient les plus grands gagnants de la lutte. Ce que nous pouvons reprocher à certains chefs d'établissement, c'est l'excès de zèle. Quand il y a un mouvement de grève, ce n'est pas entre le chef d'établissement et ses adjoints. C'est entre l'État du Sénégal et les enseignants. Il ne sert à rien de se mettre à dos son personnel pour une question de grève. La grève, elle est légale, c'est un droit constitutionnel. Maintenant, il faut aussi reconnaître au chef d'établissement le droit de faire le travail administratif. Moi, si je suis enseignant et que je décide d'observer la grève, je demanderai même à mon chef d'établissement de communiquer à l'autorité la liste des grévistes en y mettant mon nom. Parce que je veux que l'autorité sache que la grève est bien suivie. Donc, on ne peut pas reprocher à un chef d'établissement de faire son travail, de faire cette remontée-là. On ne peut pas le lui reprocher, honnêtement. C'est un travail administratif, ils doivent le faire, on ne peut pas leur empêcher. Maintenant, ils ont demandé à être impliqués dans cette grève et aujourd'hui, nous leur avons donné l'opportunité avec la rétention d'informations administratives. S'ils respectent le mot d'ordre tel que décliné par le G7, il ne va plus, en tout cas, envoyer les états de grève parce qu'il lui-même, il est impliqué dans la lutte parce qu'il est syndiqué. Si vous regardez dans la santé, la plupart du temps, les mots d'ordre de grève, c'est la rétention d'informations administratives parce que ces informations sont cruciales. Si vous prenez le secteur de la santé, par exemple, pour que les bailleurs puissent financer les programmes, il faut que ces bailleurs-là puissent en retour recevoir les résultats, c'est-à-dire les informations administratives. Donc, le fait de retenir ces informations, c'est une forme de lutte. C'est ce que nous avons demandé aux chefs d'établissement et nous leur demandons de respecter le mot d'ordre. C'est tout ce qu'on peut leur demander. Ouais. En fait, en parlant de ça, il y a quelqu'un qui m'a contacté, je pense, vers 16 heures. Il m'a parlé d'une situation, c'est un enseignant, certainement. Bon, je ne vais pas trop donner de détails, sinon, voilà, il risque peut-être d'être censuré négativement et tout. Voilà, il m'a parlé d'une situation qu'il traverse voilà, dans sa zone. Et il m'a dit qu'il y a des collègues qui sont censurés quand ils partent en grève. Voilà, ils sont censurés et certains collègues ont même peur d'aller en grève sous peine d'être censurés. Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, je pense que la grève, c'est, comme je l'ai dit, un droit constitutionnel. Maintenant, ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est d'être fort mentalement. Ce qui compte dans la vie, c'est d'avoir la conscience tranquille. Maintenant, on ne peut pas refuser que les autres puissent avoir des commentaires négatifs sur nous ou bien qu'ils puissent vraiment nous stigmatiser. Parce que ce que nous contrôlons, nous, c'est ce que nous faisons et ce que nous disons. Mais ce que les autres pensent de nous, nous ne pouvons pas contrôler cela. Donc, tout ce que je peux dire aux collègues, c'est d'être courageux, comme je l'ai dit, d'être résilient et de faire focus sur les objectifs et de comprendre que, voilà, on ne peut pas faire l'unanimité, on ne peut pas avoir le soutien de tout le monde. Il y aura toujours des gens qui seront là pour vraiment tirer sur nous.
mais qu'on soit vraiment très fort, qu'on ait la poitrine assez large pour pouvoir en tout cas encaisser tous ces coups-là en ne perdant pas de vue l'objectif qui est d'améliorer vraiment le système éducatif dans sa globalité, de faire en sorte que le pays puisse produire une main-d'œuvre de qualité, mais aussi produire des cadres qui vont ultérieurement développer ce pays-là. Parce qu'au finish, c'est ça le rôle de l'éducation. Et des fois, quand vous faites certaines choses, les gens ne vous comprennent pas. Ils vous traitent de tous les noms d'oiseaux, mais vous savez, vous, quel est votre objectif. Donc, la seule boussole ici, c'est l'objectif. La seule boussole, c'est les militants. La seule boussole, c'est la relation que nous avons avec Dieu. Nous savons dans notre fort intérieur, si nous faisons ça vraiment pour détruire le système, ou bien si nous faisons ça pour améliorer le système. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on n'a pas de reproche à se faire et on peut dormir en ayant les deux poings fermés et dormir tranquillement. Ouais. Alors qu'il nous reste 30 minutes environ pour cet entretien. Alors, je vais vous dire... c'est beaucoup. Bon, plus ou moins. Donc, je vais vous lire quelques commentaires que j'ai reçus sur TikTok parce que j'ai pris le temps également de rédiger tous ces commentaires afin de vous les adresser. Alors, il y a quelqu'un qui a dit « Tout travail mérite salaire, toute grève mérite sanction ». Que répondez-vous à ceux qui pensent que les enseignants devraient être sanctionnés lorsqu'ils sont en grève? Bon, je pense que nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est plusieurs choses. Ce n'est pas seulement les élections. Dans une démocratie, le droit syndical est consacré. Et donc, le travailleur, quand il n'est pas content, il doit aller en grève. Maintenant, cette grève-là, elle est encadrée. Il faut déposer un préavis, par exemple, donner à l'autorité la possibilité d'ouvrir des négociations. Si dans le mois, l'autorité n'ouvre pas des négociations, le travailleur a le droit d'aller en grève. De ce point de vue-là, s'il est en conformité avec la loi, je ne vois pas quelle est la sanction qu'on peut lui infliger. Parce que quand vous ne violez pas la loi, on ne peut pas vous infliger une sanction. Maintenant, s'il s'agit des ponctions, si c'est des ponctions qu'il parle, bon, je pense que, comme je l'ai dit, nous n'avons aucun problème avec des ponctions qui sont légales. Là où nous avons des problèmes, c'est que la personne n'observe pas ou ne peut pas observer la grève. Vous retenez son salaire, ou bien la personne observe 5 jours, vous lui prélevez 10 jours, etc. Quand on fait un travail, il doit être scientifique et sérieux. Si vous voulez faire des ponctions, il faut faire un suivi individuel de chaque enseignant. Regardez son emploi du temps, quels sont effectivement les jours où il aurait dû faire cours, où il n'a pas fait ces cours-là, et vous lui prélevez ça. Je pense que si c'est fait, il n'y aura même pas de communiquer à la radio ou à la télé, parce que, comme je l'ai dit, depuis combien d'années les enseignants ont été victimes de ponctions et ils ne se sont jamais plaints. Mais quand même, il ne faut pas aller dans l'abus, parce que quand vous allez dans l'abus, ça devient une intimidation. Et on n'a pas le droit d'intimider des travailleurs qui sont en grève pour réclamer leurs droits. Ouais. En fait, moi, ce que je n'ai pas compris par rapport à cette ponction, par rapport à cette loi plutôt, comment, en fait, c'est une question personnelle. Donc, c'est une question, c'est pas quelqu'un qui m'a posé cette question, c'est une question personnelle. Comment vous pouvez accorder le droit de grève à quelqu'un et en même temps lui ponctionner lorsqu'il part en grève? Je ne comprends pas. Pour moi, il n'y a pas de logique par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, vous savez, du point de vue de la loi, on considère que le salaire, c'est 30 jours de travail. Donc, on vous paye le salaire en échange de 30 jours de travail. C'est pourquoi, quand vous observez une journée d'arrêt de travail, on vous prélève un trentième du salaire. On prend le salaire, on divise par 30 et on vous prélève ça. Si vous faites 10 jours, on prend un trentième multiplié par 10, par exemple. Ça, c'est la loi. Hein? C'est la loi. Bon, maintenant, on peut se poser des questions. Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle n'est pas pertinente? Mais la loi, c'est la loi. Et la loi, quand elle est appliquée, on ne peut pas se plaindre. Maintenant, il y a ce qu'on appelle dans l'administration l'opportunité d'une décision. L'opportunité d'une décision. Parce que la loi, elle ne règle pas tout. La loi ne règle pas tout. Quelque chose peut être légal, mais si vous savez que c'est légal, mais si je fais ça, je risque de créer beaucoup plus de problèmes.
vous devez juger de l'opportunité de votre décision. Et c'est ça, je pense, qui a manqué à l'État du Sénégal sur cette question-là. Parce que peut-être s'il n'y avait pas eu ces ponctions-là, le mouvement n'allait pas se radicaliser de cette sorte. Et aujourd'hui, en ponctionnant les salaires, peut-être le gouvernement a eu le contraire de ce qu'il voulait. Alors, l'autorité qui devait prendre la décision devait réfléchir par 2 fois avant de prendre une telle décision. Si je sais que je suis en négociation, je suis en train de discuter, les gens que je rencontre, c'est des gens qui sont disposés à m'écouter. C'est des gens qui posent des revendications justes, légitimes. Même si la loi me permet, moi, de ponctionner les salaires, je vais réfléchir par 2 fois avant de le faire parce que je vais me dire que ça risque de jeter de l'huile dans le feu. Et je vais poser le pour et le contre. C'est ce qu'on appelle l'opportunité d'une décision. Peut-être la légalité, elle peut ne pas se poser, mais est-ce que la décision, elle est opportune? Est-ce que cette décision a été prise au bon moment? C'est ça aussi un homme d'État. Okay. Il faut savoir prendre les bonnes décisions et au bon moment. Mais quand vous prenez des décisions juste pour faire mal, ça peut se retourner contre vous. Contre vous, oui. Et je pense que sur ce coup-là, quand même, le gouvernement aurait dû, en tout cas, faire très attention parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si jamais un protocole d'accord est signé, peut-être que le gouvernement voudrait bien qu'il y ait des rattrapages par rapport aux heures qui ont été perdues. Mais comment pouvez-vous demander à Raymond de rattraper des heures que vous lui avez ponctionnées? Ouais, c'est pas logique. Ouais, c'est là où va se situer la difficulté. C'est pourquoi je dis l'éducation est différente des autres secteurs. Quand un médecin ne vient pas travailler ce jour-là, il ne peut pas le rattraper. Mais quand un enseignant ne vient pas travailler un jour, il peut reprogrammer le cours avec la même classe et faire le cours qu'il aurait dû faire. Donc, si vous lui ponctionnez maintenant ces heures-là, il n'a pas déjà reçu de salaire pour ces heures-là, comment vous allez lui demander de revenir et de faire ces heures-là? C'est ça le grand problème. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, il y a un autre commentaire que j'ai reçu. Il y a quelqu'un qui m'a dit qui sème le vent, récolte la tempête. Bon courage jusqu'en 2050. Bon, il disait ça certainement parce que il pense que c'est les enseignants qui ont élu le régime actuel et qu'on devrait serrer les ceintures jusqu'en 2050 parce que c'est en fait c'est les conséquences de notre choix en 2024. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à son commentaire? Bon, moi, je dirais juste aux gens que nous sommes dans le champ syndical. Maintenant, les discours politiques, on ne peut pas toujours répondre aux discours politiques. Nous dirigeons des organisations où vous allez retrouver toutes les obédiences politiques. Parmi nos militants, il y a beaucoup qui sont favorables au pouvoir, il y a beaucoup qui sont favorables à des partis d'opposition. Donc nous ne faisons pas de fixation sur les hommes, mais nous travaillons pour un État. Et l'État, c'est la continuité. C'est ce qui incarne l'État aujourd'hui, étaient dans l'opposition. Demain, peut-être certains qui sont dans l'opposition viendront et vont incarner l'État. Mais l'école, elle, reste l'école de la République, l'école du peuple, l'école du pays. Il faut que les gens comprennent une chose. Les revendications sont un facteur de développement social. Quand l'État n'a aucune revendication sur la table, il peut être paresseux, ne pas travailler. Mais quand les gens posent des revendications, au lieu de voir ces revendications-là comme des problèmes, l'État devrait les considérer comme des opportunités. Parce que ces gens, en réalité, vont vous permettre de faire des réalisations et d'avoir un bon bilan. Et ce bilan-là, c'est vous qui allez capitaliser politiquement sur ce bilan-là. Aujourd'hui, après la signature des décrets sur les décisionnaires, mais le pouvoir s'est mis à communiquer comme pas possible sur ça. Si les enseignants ne les avaient pas bousculés sur cette question-là, peut-être qu'ils n'allaient pas réaliser cela. Donc, dire que voilà, c'est nous qui avons mis tel ou tel autre régime, je pense que ce n'est pas vraiment une nouvelle critique. On a toujours pensé que les enseignants, voilà,
il mettait des régimes, etc. Ça, c'est des reproches pour les enseignants un peu expérimentés que nous avons entendus pendant des années. Hein. Je me rappelle, à l'époque, les gens disaient que voilà, on était avec Wade. Ensuite, quand Wade est venu, voilà, les gens disaient que on était avec les Moustapha Niasse, etc. Et que même peut-être c'est ce dernier qui finançait les syndicats. Ensuite, il y a eu le régime de Macky, qui a toujours pensé que voilà, les enseignants sont de PASTEF. Aujourd'hui aussi, il y a des enseignants de PASTEF qui pensent que voilà, les syndicats sont sous la coupole, donc de certains leaders de l'opposition. Ça, c'est des critiques faciles. Vous n'êtes pas, en fait, vous n'êtes pas mêlé à la politique? Non, moi, je n'ai jamais pris la carte d'un parti politique au Sénégal. Depuis que je suis né, je n'ai jamais fait allégeance à un parti politique. Moi, en fait, je considère que de deux choses l'une, soit vous faites la politique ou bien vous faites le syndicalisme. Mais mettre la casquette syndicale aujourd'hui et demain, vous mettez la casquette politique, ça peut créer la confusion. Et les gens pourraient se dire, voilà, c'est parce que son parti est au pouvoir, il ne veut pas se battre. Ou bien c'est parce que son parti est dans l'opposition qu'il est en train de se battre. Pour qu'il y ait vraiment une transparence et une visibilité dans le champ syndical, il y va de l'intérêt de tout le monde. Que chacun se dise qu'il faut que je fasse la part des choses entre le syndicalisme et la politique. Donc, maintenant, à chaque fois qu'un régime s'installe, il a l'impression que les syndicats sont là pour lui mettre les bâtons dans les roues. Ça, c'est normal, hein, et nous sommes vaccinés contre ça. Nous avons l'habitude d'entendre de telles critiques. Maintenant aussi, les gens qui étaient là et qui ont perdu le pouvoir et qui pensent que les enseignants ont joué un rôle dans cette perte du pouvoir, c'est tout à fait normal qu'ils se mettent à nous dire, voilà, c'est bien fait pour vous, etc. Ça, c'est le débat politique. Nous ne sommes pas dans le terrain politique, nous sommes dans le terrain syndical. Et notre objectif, c'est juste d'améliorer les conditions de vie et de travail de nos membres. Voilà, donc avant de finir ce live, il y a une question qui est revenue, qui revient tout le temps dans les commentaires. Est-ce que cette année-ci, est-ce qu'il y aura une année blanche? Bon, je ne peux pas le dire, hein? Je ne peux pas garantir la couleur de l'année, je l'ai dit dans la presse. C'est à l'État d'accélérer le processus dans les négociations, de convaincre les enseignants pour que les enseignants puissent retourner le plus vite possible dans les classes, parce que la place des enseignants, c'est dans les classes. C'est seulement quand ils sont contraints qu'ils quittent les classes. Mais les enseignants, ils aiment tellement ce qu'ils font qu'ils ne veulent pas du tout quitter leurs élèves. Ils veulent faire de bons résultats aux examens. Et les enseignants sont tellement fiers quand ils voient leurs élèves réussir à l'examen. C'est un sentiment unique pour un enseignant de voir que son élève, de voir que l'élève qu'on a encadré pendant des années a reçu un prix en concours général ou bien qu'il a une bonne mention au bac. Vous oubliez tous vos soucis et vous êtes content. Quand vous n'avez pas été enseignant, vous ne pouvez pas comprendre ce sentiment-là. C'est pourquoi je le dis, je le répète, quand les enseignants sont dehors, c'est parce que simplement ils n'ont plus d'autre choix. Mais s'ils avaient un autre choix, ils allaient utiliser une autre méthode. Malheureusement, l'État très souvent ne réagit que quand il y a une crise. Alors que ce que nous attendons d'un État, c'est cette capacité d'anticipation. Anticiper sur les crises, tous les facteurs conflictogènes. Il faut les anticiper. Vous savez par exemple que le 30 novembre, au-delà du 30 novembre, si je ne paye pas les indemnités du bac, il y aura des grèves pour les réclamer. J'anticipe, je paye au mois de septembre ou au mois d'août. Je sais qu'il y a un déficit d'enseignants et que si je ne trouve pas des professeurs de philosophie ou de mathématiques, les élèves risquent d'aller en grève. Je fais tout pour recruter et je mets à la disposition des académies ces collègues-là avant même le début de l'année. Voilà des mesures concrètes que nous attendons de nos autorités et qui très souvent ne sont pas au rendez-vous. Et ce qui fait que souvent, les écoles sont perturbées et les enseignants, malheureusement, qui sont les grandes victimes, sont en même temps stigmatisés. La population devrait faire l'effort de voir ce que les enseignants sont en train de vivre.
Je dis que vous allez dans n'importe quel village du Sénégal, vous allez trouver là-bas un enseignant. Des fois, dans des villages où il n'y a pas d'eau, de courant, où il n'y a pas d'électricité, et les collègues sont là-bas, tous les matins, ils se réveillent et ils vont faire cours. J'étais en tournée dans le département de Linguère. Je suis allé dans une localité pour ne pas stigmatiser. J'ai trouvé des collègues. Et pendant 3 semaines, le forage du village était en panne. Il n'y a même pas de puits. Et ils me disaient que même pour rompre le jeûne, ils avaient du mal à trouver de l'eau. Vous voyez des gens qui travaillent dans ces conditions-là. Quand ils se réveillent et ils réclament des choses, il faut être attentif et ne pas les jeter en pâture. Le fait de jeter les enseignants en pâture ne peut pas régler les problèmes. Et ça, vraiment, je tiens à lancer un appel aux populations sénégalaises. Quand il y a des difficultés, il faut toujours chercher à savoir le pourquoi. Très souvent, les gens sur TikTok, dans les réseaux sociaux, avec la libération aujourd'hui de la parole, chacun a la possibilité d'intervenir dans le débat public. Des gens qui ne comprennent absolument rien de la crise se mettent à débiter des insanités sur les enseignants. Et ça ne fait que fragiliser l'enseignant, ternir son image. Et dans un pays où l'enseignant est traité de la sorte et que l'éducation est impactée par cette image négative que les gens ont de l'enseignant. Mais si l'éducation ne fonctionne pas dans un pays, rien ne peut fonctionner. C'est une illusion de penser qu'on peut développer un pays qui n'a pas une éducation de qualité. C'est pourquoi Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et il faut que les gens soient conscients de cela. Et l'enseignant, c'est le premier intrant de qualité. On peut tout, dans une école, le surveillant peut s'absenter, le proviseur peut s'absenter, le principal, le censeur. Mais si le prof qui doit faire cours n'est pas là, il n'y a pas de cours. Mais si le proviseur n'est pas là et le prof est là, les élèves vont faire le cours. Donc le rôle de l'enseignant, c'est un rôle capital dans ce pays-là. Et il faut que son statut le reflète. C'est juste ce que nous demandons, pas autre chose. Bon, pour aborder l'avant-dernière question de cet entretien, il y a beaucoup. En fait, c'est une question que j'ai piochée dans les commentaires. Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure, est-ce que vous envisagez d'autres plans d'action dans les semaines à venir? Bon, il y a même des gens qui sont allés loin pour demander s'il y a grève demain. Voilà. Demain, il n'y a pas de grève, ça, je peux le dire tout de suite. Maintenant, nous sommes dans un cadre qu'on appelle le G7, les 7 syndicats les plus représentatifs. À chaque fois que nous déroulons un plan d'action, nous prenons le temps de remonter tous les procès-verbaux qui nous viennent de la base. Ensuite, nous analysons ces procès-verbaux-là et nous organisons ce qu'on appelle une plénière. C'est-à-dire tous les syndicats viennent, nous nous retrouvons pour voir qu'est-ce que la base nous demande de faire, mais aussi pour analyser la situation par rapport à l'évolution des négociations, par rapport à tout. On fait ce qu'on appelle donc une évaluation exhaustive du plan d'action qui a été déroulé, le taux de suivi, etc. On fait tout ça et c'est à partir de ce moment qu'on dégage des perspectives. Cette réunion d'évaluation n'a pas encore eu lieu parce que nous venons justement de la fête de la Korité et certainement dans la semaine, le G7 va se réunir pour procéder à l'évaluation de son 6e plan d'action. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre plan d'action. Ok. Bah, il y a quelqu'un... En fait, dans les commentaires, je vois maintenant pourquoi beaucoup se demandent s'il y a grève demain. J'ai vu quelqu'un qui a commenté en Wolof. Il a dit « Yakar Tasna ». À celui qui a fait ce commentaire, sache que je sais bien que tu es un élève parce que tu ne peux pas ne pas être un élève et faire ce commentaire. Sache que c'est votre avenir qui est en jeu. Donc, vous ne devez même pas souhaiter qu'il y ait grève. Vous ne devez même pas le souhaiter. On a été des élèves avant d'être des enseignants aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a des grèves, on a le cœur qui pince. Et peut-être vous ne pouvez pas comprendre en ce moment les conséquences. Mais plus tard, vous allez en subir les conséquences. Vous ne devez même pas prier qu'il y ait grève. Mieux vaudrait pour vous
que voilà, les cours continuent et que l'année se passe normalement dans les 9 mois sans grève. Donc, c'est juste le conseil que j'ai à vous donner en tant qu'élève. Je sais qu'il y a beaucoup d'élèves dans ce live en ce moment. Je sais aussi qu'il y a des parents. Je sais qu'il y a des collègues qui nous suivent. Voilà. Donc, nous allons aborder juste la dernière question avant de clôturer ce live parce que demain, on doit aller à l'école. Alors, Monsieur Diouf, est-ce que si vous aviez une minute pour expliquer aux Sénégalais pourquoi les enseignants se battent aujourd'hui, quel message souhaiteriez-vous leur adresser? Je voudrais juste dire aux Sénégalais que les enseignants sont des Sénégalais, comme tous les autres. Je voudrais aussi leur dire que les enseignants, c'est des patriotes avant tout. C'est des gens qui aiment fondamentalement ce pays-là. Et que pour rien au monde, ils ne sacrifieraient l'avenir de la nation. Mais, qu'en toute chose, il faut aussi penser et se mettre à la place de ces braves soldats du savoir. C'est des gens qui travaillent très dur dans des conditions extrêmement difficiles, qui essaient de faire des résultats et qui, à la fin du mois, se rendent compte que d'autres travailleurs qui font peut-être moins qu'eux sont mieux rémunérés, gagnent mieux leur vie, gagnent plus qu'eux. Et je pense que l'injustice doit être combattue par tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de voir ses propres intérêts en oubliant que les enseignants ont aussi des familles. C'est des pères et des mères de famille qui ont des enfants à élever, qui ont des dépenses à faire, qui veulent vivre dans la paix, dans la sérénité, mais surtout dans la décence, comme tout être humain. Donc aujourd'hui, tout ce que les enseignants demandent, c'est qu'il y ait une justice fiscale, que du point de vue des impôts. Tout le monde a entendu le Premier ministre dire qu'un député payait 1500, là où un enseignant payait 70 000 ou plus, qu'il y ait une justice à ce niveau-là. Du point de vue de la rémunération, que les gens qui sont de la même hiérarchie juste, comme je l'ai dit, dans un pays normal, on ne fait pas de concours pour rester dans la même hiérarchie. Quand on est dans la hiérarchie B, on peut faire un concours pour aller à la hiérarchie A. Mais ici, on peut voir un enseignant de la hiérarchie A qui fait un concours pour aller même à une hiérarchie inférieure. Juste parce que dans la hiérarchie inférieure, dans l'autre secteur, celui-là est mieux payé que l'enseignant. C'est ça que nous dénonçons et nous voulons y mettre un terme. Nous voulons vraiment que les gens comprennent que c'est ça la lame de fond, c'est ça le véritable problème. Une fois que le problème de l'équité, de la justice sera réglé, je pense que les gens pourront rester toute une décennie sans voir de perturbations dans le système éducatif. Parce que comme je l'ai dit, personne n'y gagne, ni l'élève, ni le parent d'élève, ni l'enseignant, encore moins l'État. Mais c'est une injustice flagrante et tout Sénégalais épris de justice devrait être aux côtés des enseignants pour que l'injustice puisse être réparée. Voilà ce que j'avais à dire. D'accord, merci monsieur Diouf. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir dans ce live. Et merci à tous ceux qui nous suivent. Merci pour tous les commentaires. Et malheureusement, tous vos messages ne peuvent pas être en fait répondus parce qu'on a juste 1 heure de temps. Donc, on a juste augmenté 30 minutes. Et donc, nous sommes à terme de ce live. Et que dire d'autre? Bon, d'abord, en fait, avant de conclure, je vais remercier M. Diouf, en tout cas pour sa disponibilité, pour nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Et que dire d'autre? Comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Merci, merci Raymond. Merci.